il n'y avait pas d'intervention possible. Mais à chaque fois, c'est un petit peu comme un aveu d'échec, d'une certaine manière. Il y a eu surveillance, oui et non, parce que si effectivement cette personne qui, rappelons-le, a fait l'objet d'un premier fichage dès 1990, à l'époque c'était la DST, la Direction de surveillance du territoire, qui déjà l'avait dans le collimateur. Donc moi, si vous voulez, ce qui m'étonne, c'est que si quelqu'un qui est surveillé depuis maintenant 30 ans, qui est fiché S, qui a prononcé un certain nombre de discours extrêmement virulents, à la fois antisémites, homophobes, sexistes, anti-républicains, anti-français, si cette personne-là, on ne sait pas où elle est, l'État ne sait pas où elle est alors qu'elle fait l'objet d'une surveillance, mais alors tous les autres qui sont derrière, qui tiennent le même discours mais qui sont entre guillemets moins célèbres, on les traite, on le traite comment? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas le ministre, c'est pas Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, c'est le sieur Pantalon. Cette affaire est une gigantesque pantalonnade. C'est-à-dire qu'on a transformé un type qui était un ennemi de la République en héros dans certains quartiers. Jusqu'au bout, ce type aura fait un pied de nez à la République, aura fait un pied de nez à son gouvernement, aura fait un pied de nez à ses institutions, au nez et à la barbe du gouvernement. Donc dans les quartiers, je peux vous dire que beaucoup se disent « mais quelle bande de nuls !» Plus grave. Mais parce que le problème, si vous voulez, c'est que depuis des années, on croit que le droit pour un étranger de s'installer en France est un droit subjectif qu'on ne saurait contester ou abolir qu'à l'issue d'une procédure juridique extrêmement longue permise par l'état de droit. C'est là où on se rend compte que l'état de droit, c'est devenu l'ennemi à la fois de l'état et du droit. Parce que si un état de droit, il est là d'abord pour le droit des Français. Il n'est pas là pour les droits mondiaux ou les droits des citoyens du monde. Donc il est là pour protéger d'abord la France. La deuxième chose, c'est que pourquoi alors par soi-disant pseudo-humanisme à la française? Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que nous avons une idéologie depuis une quarantaine d'années qui considère que la France n'est pas une nation, puisque c'est une idéologie antinationale, que la France, c'est un morceau du globe terrestre sur lequel n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment, peut venir s'installer et faire sa souche à lui. Certainement pas la souche nationale qui, elle, est interdite. Donc ça, c'est... Mais si vous voulez, au-delà de ça, pourquoi cet imam? Parce que Gérald Darmanin, j'ai entendu son interview ce matin, il nous dit « mais cet imam n'a jamais été condamné pour ses propos ». Mais excusez-moi, c'est une honte de plus dans le dossier. Donc ça veut dire que pendant des années, un type peut prononcer des discours ouvertement antisémites sans que personne saisisse la justice pour le condamner. Ouais. Et enfin, si ce gars est expulsé, je vous signale, j'ai vérifié, il a toujours sa chaîne YouTube sur laquelle il y a 168 000 abonnés, il a toujours son compte Twitter, il a toujours son compte Facebook. Donc, qu'il soit en France ou au Maroc, il pourra continuer à déverser sa haine sur les réseaux. Que font les réseaux sociaux? Pourquoi le gouvernement n'a pas convoqué le patron de Twitter ou le patron de YouTube en lui disant « mais attendez, fermez-lui le clapet à celui-là ». Je vous signale que beaucoup de patriotes qui ne font que défendre leur pays sur les réseaux sociaux, moi-même, j'en ai fait les frais, juste pour critiquer la politique de l'immigration ou pour critiquer l'islamisation de la France. On m'a banni définitivement de Twitter alors que j'avais un compte de 200 000 abonnés. Celui-là diffuse l'antisémitisme et la haine, rien. Merci. Deuxièmement, il a encore beaucoup d'étapes successives dans la procédure. Il a encore plein de possibilités d'échapper finalement à la confirmation de l'expulsion. Et je crois qu'il n'avait plus de recours en l'espèce. Non, mais c'est un référé. Il n'y a plus de recours sur le référé liberté. Mais sur le fond, donc ça, c'est sur la forme. Par contre, il y a quand même une interdiction de territoire. Oui, mais c'est toujours instruit sur le fond. C'est-à-dire que demain, un tribunal administratif peut très bien dire « ah ben non, sur le fond, la décision de référé liberté... » Ça n'aurait jamais été réglé. Voilà. C'est le sparadrap du capitaine Haddock, en fait. Il peut encore prendre toutes les étapes, et puis il y a différents domaines du droit qui sont concernés, droit de l'immigration, droit administratif, etc. Et il peut encore aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Je voulais souligner un autre point également, c'est que finalement, finalement, les politiques ne sont pas en capacité, même si éventuellement, enfin, ils font preuve d'un peu de volonté, comme ça avait l'air d'être le cas de Gérald Darmanin sur cette affaire et quelques autres, il n'en a pas la possibilité, il n'en a pas les moyens. Et c'est même pas les juges, c'est le droit. Alors là, construit par nos parlementaires, qui a mis en place... Donc on touche aux limites du système. Ah mais vous avez parfaitement raison. Non, mais vous avez parfaitement raison, Madame Denac, c'est que... C'est le chien qui se mord la queue. Non, mais c'est pire, c'est que notre gouvernement, à nous, nos responsables, ils n'ont pas honte de voir que le Maroc est en capacité de refuser
l'un de ses citoyens. On n'est pas en train de parler d'un étranger. Ce qui est en vérité illégal. Et le Maroc est en droit de refuser un de ses citoyens quand nous-mêmes, on nous explique, quand ce même gouvernement nous explique qu'on est incapable de refuser toute la misère, toute la délinquance et toute la criminalité du monde. Mais on vit où ? Dernier mot.